fait beaucoup d'opérations. Depuis 2017, c'est à peu près 800 projets concrétisés. Il y a une stat que je trouve intéressante, c'est qu'à Paris, en moyenne, les primo-accédants de résidence principale, en moyenne, il reste 5 ans. Les 4 grandes familles d'investissement locatifs que l'on voit sur les modes d'exploitation, l'immeuble de rapport, le studio, la colocation et la location courte durée. J'ai déjà vu un couple qui avait investi ensemble dans une colocation. 2 ans plus tard, le couple se sépare. On m'a dit de faire du différé pour récupérer l'apport et après réinvestir. Ça, c'est faisable ou pas ? Alors c'est une pratique, j'ai envie de dire malhonnête. Nous, ce qu'on va apporter, c'est la sécurité, le gain de temps. Un locataire, fille ou garçon ? On a eu des tentatives de suicide, on a eu des décès. Quel serait le pire conseil que tu pourrais donner à un investisseur qui veut se lancer ? Bonjour Pierre. Bonjour Thibaut. Bienvenue dans le podcast. Comment tu vas aujourd'hui ? Très bien, on s'est levé tôt pour venir à Paris, passer une bonne journée, donc merci de l'invitation. Trop bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu serais légitime à nous parler d'immobilier aujourd'hui ? Donc moi je suis le cofondateur de Cataneo Group. On est une entreprise acteur dans l'immobilier ancien en région Rhône-Alpes. Aujourd'hui on a différentes activités, du conseil en investissement locatif, une entreprise de rénovation, agencement d'intérieur, mobilier décoration, de la gérance locative, de la vente immobilière et du marchand de biens. Donc avec ces 5 grandes activités, on peut proposer une solution clé en main pour les particuliers qui veulent investir dans l'immobilier, mais également une solution à la carte, ce qui permet de faciliter, sécuriser les projets immobiliers des particuliers. Donc on fait beaucoup d'opérations. Depuis 2017, c'est à peu près 800 projets concrétisés et donc on a l'habitude de parler immobilier. Trop content de t'avoir parce que t'as vraiment une vision de A à Z d'un projet immobilier. Donc ça, c'est vraiment génial. Et en plus, t'as vraiment la vision du marché au jour le jour. Donc je pense que ça va être super intéressant. Aujourd'hui, le programme, il est assez complet. L'objectif, c'est de faire un peu un tour d'horizon de l'immobilier en 2026. Est-ce que c'est toujours intéressant d'investir ? Je pense que beaucoup de personnes se posent la question avec quel type d'exploitation, avec de l'apport ou pas. Donc voilà, on va faire un petit peu un tour d'horizon. On va évidemment parler d'actualité. On est en plein dans le vote de la loi du budget de finances. Donc on va voir si ils vont casser l'investissement immobilier ou pas. Beaucoup de choses à dire. Ouais. Et ensuite, forcément, tu vas nous parler de ton métier au jour le jour et de comment ça se passe et de quelques petites anecdotes. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est toujours intéressant de faire de l'effet de levier dans l'investissement immobilier locatif ? Oui, bien sûr. L'effet de levier, c'est un fondamental. En tant qu'investisseur, en fait, en utilisant l'effet de levier, on va vraiment pouvoir avoir un rôle d'intermédiaire entre le locataire d'un côté et la banque de l'autre. Et chaque mois qui passe, le locataire rembourse le prêt et nous permet de capitaliser. Donc l'effet de levier, c'est un fondamental de l'investissement immobilier qui nous permet de nous enrichir. Le temps joue pour nous et donc chaque mois qui passe, on prépare son avenir, quelle que soit, j'ai envie de dire, la conjoncture, les évolutions réglementaires, fiscales. On va dire qu'on va vraiment préparer, placer de l'argent. Et donc l'effet de levier, c'est quelque chose toujours de très utile et de pertinent pour investir. Oui, parce que c'est surtout la conjoncture, je pense dont j'avais envie de te parler. On peut parler des taux qui ont largement réaugmenté par rapport à une période magique, on va dire, des taux d'intérêt il y a quelques années. Beaucoup d'incertitudes politiques aussi. Un encadrement des loyers qui empêche potentiellement d'aller chercher de la rentabilité. Pourquoi, selon toi, malgré cette conjoncture, c'est toujours intéressant ? En fait, il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est un investissement long terme. Et donc, dans un cycle de détention 10, 15, 20 ans, qui sont des schémas classiques, on va dire, dans l'investissement locatif, bien forcément, il y a des turbulences, comme dans tout type d'investissement. Donc, tu l'as très bien dit, on a eu l'encadrement des loyers, la loi climat, aujourd'hui des questions fiscales, réglementaires. En fait, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment utiliser les fondamentaux dans l'immobilier, c'est-à-dire bien acheter, bien louer, vraiment vérifier l'emplacement, potentiellement aussi bien revendre, utiliser correctement l'effet de levier. Et ensuite, il va falloir être agile pour, durant les 10, 15, 20 ans, prendre les bonnes décisions pour toujours optimiser son investissement. Et pour moi, c'est vraiment essentiel de se dire que plus vite on active l'effet de levier bancaire, plus vite on s'enrichit, on prépare son avenir. Oui, je suis d'accord. En plus, l'immobilier, c'est toujours un marché qui s'adapte. Donc, quand la conjoncture est moins bonne, potentiellement les prix baissent. Ce qui fait aussi augmenter
la rentabilité quelque part. Donc ça se compense toujours un peu, non? Exactement. En fait, ce qu'il faut avoir en tête en tant qu'investisseur, c'est que les conditions parfaites, le ciel grand bleu sur tous les paramètres n'existent pas. On ne peut pas avoir un environnement fiscal magnifique, des taux d'intérêt extrêmement bas, des prix bas. Non, ce n'est pas possible. Si on attend en fait le schéma parfait, on ne va jamais rien faire. Et d'ailleurs, c'est un des principaux pièges, c'est d'être attentiste et d'attendre les conditions parfaites. Si on attend ça, on ne fera rien. Donc mon conseil pour moi, c'est vraiment de réussir les fondamentaux, choisir le bon investissement, l'emplacement, utiliser l'effet de levier et ensuite être agile selon les évolutions qu'on aura tout au long de la vie de l'investissement immobilier. Ok, donc ça c'est la première étape, investissement immobilier, c'est toujours intéressant. Maintenant, je vais te poser une question qui déchaîne les foules, on va dire. C'est est-ce que je commence à investir et je fais de l'effet de levier pour ma résidence principale ou est-ce que je fais un investissement locatif? Ouais, c'est une question essentielle et en fait, il n'y a pas une réponse stéréotypée. Je pense que ça dépend vraiment du cas de chacun. Pour moi, le bon premier investissement, c'est celui qui va permettre de faire le suivant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, c'est essentiel de bien dimensionner chaque projet immobilier. Si on sait, certes, avec certitude que l'on va rester propriétaire de sa résidence principale pendant 7-8 ans et vivre à l'intérieur, oui, ça peut être pertinent de commencer par acheter sa résidence principale. En revanche, si on sait que dans 2-3 ans, on va acheter sa résidence principale, eh bien, peut-être qu'on va devoir attendre. Je ne vais pas conseiller d'enclencher tout de suite l'effet de levier et de faire de l'investissement locatif. Donc, il y a vraiment une question de durée, de vision dans le temps. Quelqu'un qui va acheter tout de suite un appartement pour de la résidence principale peut avoir un frein demain si dans 4-5 ans, il doit revendre. Donc, il va falloir vraiment préparer, dimensionner, prendre en compte les hypothèses. Les taux d'endettement, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, par exemple, j'ai fait plusieurs investissements locatifs avant d'acheter ma résidence principale, mais je dimensionnais toujours. Donc, en fait, il n'y a pas une réponse standard. Ça, c'est vraiment important. C'est propre à chacun. Et il faut vraiment avoir une vision de durée. Parce que ça peut même dépendre de là où tu vis. Enfin, parce que tu vis à Paris, presque à acheter sa résidence principale, il faut que le temps soit encore plus long pour amortir le prix énorme du prix au mètre carré. Alors que si tu vis à Saint-Etienne, peut-être qu'acheter ta résidence principale, c'est carrément plus intéressant parce que les loyers sont plus hauts par rapport au prix que tu l'achèterais. Complètement. Et en fait, un produit d'investissement en résidence principale n'est pas forcément un bon produit en investissement locatif. Donc, si on doit être amené à revendre, si par exemple j'achète à 30 ans un T2 pour moi en tant que célibataire, eh bien, ça sera pas forcément un bon investissement locatif si demain je veux acheter à 34 ans, donc dans 4 ans, ma future maison. Donc, il faut dans ce cas-là plutôt privilégier un investissement locatif, par exemple. Ça, c'est une question aussi que je voulais te poser sur la résidence principale. Est-ce que quand on est, on va dire, plutôt jeune, il faut absolument voir sa résidence principale aussi comme un investissement? Parce que j'ai beaucoup entendu ça. Ou est-ce que tu peux dire, bah voilà, je vais choisir un endroit où j'ai envie de vivre et tant pis si c'est pas très rentable? Compte tenu des enjeux financiers d'un achat de résidence principale, on s'endette sur une longue période, ce sont des grosses sommes d'argent. Donc évidemment, moi, j'encourage à raisonner impact financier de l'achat de la résidence principale et à faire un achat raisonné sur le plan financier. Oui, on veut du confort, mais ça ne doit pas être décorrélé en termes de financement et d'impact sur le patrimoine personnel. Donc oui, moi, j'incite à vraiment avoir ce raisonnement-là financier, même pour sa résidence principale. Il y a une stat que je trouve intéressante, c'est qu'à Paris, en moyenne, les primo-accédants de résidence principale, en moyenne, il reste 5 ans. Donc c'est vraiment peu, et en général, c'est une très mauvaise décision financière, parce que tu n'as pas le temps d'amortir les frais de notaire. En fait, si le marché est en hausse durant les 5 ans, c'est ce qui s'est passé, hein. Oui. Eh bien, c'est magnifique, l'opération fonctionne très bien. Mais si on est sur un marché en stagnation, voire en baisse selon les secteurs, ça peut être en fait une catastrophe et on peut avoir des couples qui perdent de l'argent. C'est des choses qu'on voit fréquemment parce qu'ils ont mal acheté. Il y a eu la conjoncture qui a été défavorable et donc dans ce cas-là, c'était peut-être plus propice de faire un investissement locatif. Je pense que c'est vraiment locataire. Je pense que c'est vraiment un sujet crucial parce que c'est l'investissement le plus important dans la vie des Français. Enfin, pour 90% des Français, la résidence principale, ou en tout cas l'immobilier, c'est l'investissement de leur vie, quoi. Donc voilà, bien dimensionner ce projet et prendre le temps d'y réfléchir, c'est vraiment important. Et je pense que si on peut donner un horizon de temps moyen, je pense qu'on peut imaginer faire un investissement dans sa résidence principale seulement si on se projette d'y vivre durant 7-8 ans, pour donner une durée moyenne qui va permettre d'amortir les frais de notaire, les intérêts bancaires, etc. Et donc, au pire des cas, ne pas perdre d'argent à la revente.
Je vais peut-être anticiper un peu un sujet parce que je sais que tu fais du marchand de biens. Qu'est-ce que tu penses de faire de l'achat-revente sur sa résidence principale? Alors, on sait que légalement, tu n'es pas censé le faire. On sait que beaucoup le font. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je vais parler de la notion de flip. L'aller-retour en tant que marchand de biens, en gros, on ne crée pas forcément de valeur. C'est juste qu'on va acheter bien. Alors, parfois, il y en a qui vont avoir des techniques proches de la récision pour lésion en arnaquant, entre guillemets, une mamie ou une succession. Et qu'ils vont se mettre 6 mois dedans en résidence principale et revendre derrière pour être exonéré de plus-value sur la revente en tant que résidence principale. C'est des pratiques qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, que je n'encourage absolument pas. Je trouve que c'est une pratique spéculative qui ne crée pas de valeur, qui a plutôt tendance à nuire à l'investissement et au marché immobilier. Donc ça, je ne l'encourage pas. Pour moi, le métier de marchand de biens, c'est quelque chose qui doit créer de la valeur, avec de la rénovation, avec de la division, que ce soit en copropriété ou parcellaire, de la surélévation. Et donc ça, c'est un métier qui est noble et que j'apprécie. Donc le métier de marchand de biens doit vraiment être encadré, selon moi, et je ne suis pas favorable aux pratiques de résidence principale aller-retour dans cet objectif-là pur de marchand de biens. Et potentiellement acheter sa résidence principale, faire des travaux et dire je la revends dans 2 ans. Donc la plus-value... voilà, vivre dedans quand il y a un vrai objectif, on va dire hybride, de profiter de sa résidence principale, l'améliorer et avoir une plus-value à 2-3 ans, pourquoi pas? Mais attention, en 2-3 ans, c'est compliqué quand même de faire de la plus-value, tenant compte des frais de notaire qu'on a fait. En tant que particulier, on a 8%. Si on est professionnel en tant que marchand de biens, c'est 2,5%. Donc tout de suite, ça va jouer sur le bilan financier. Mais comme tu l'as dit, et comme on disait tout à l'heure, un investissement dans sa résidence principale, c'est une grosse somme d'argent. Et donc, évidemment, si on valorise son bien, si on fait des travaux, c'est toujours intéressant de revendre et de récupérer sa mise, voire d'en récupérer un petit peu plus. Mais finalement, quand on achète sa résidence principale, l'objectif premier, pour moi, c'est quand même le confort, en regardant, bien évidemment, l'aspect financier. Ok. Donc maintenant, si je veux faire de l'investissement locatif, est-ce que tu peux me faire un petit peu un tour d'horizon des différents types d'exploitation quand j'investis? Je pense que tu en vois beaucoup dans la gestion. Et surtout, un petit peu les avantages et leurs défauts. Alors sur les modes d'exploitation, donc je mets de côté le côté fiscal, on va vraiment parler de qu'est-ce qu'on fait du bien immobilier. Donc on a l'immeuble de rapport, monopropriété, avec donc un immeuble avec plusieurs lots. On décide de tout, c'est assez facile, c'est un peu le scénario idéal. En revanche, on concentre un petit peu le risque. J'ai un problème sur ma toiture, sur ma façade, un problème technique sur l'immeuble, eh bien je me mets en péril sur toute l'opération. Souvent, c'est des opérations qu'on peut voir dans des villes de taille moyenne ou petites villes parce que ce sont des gros budgets, un immeuble. Et donc, dans ces secteurs-là, les prix sont plus accessibles. On peut avoir plus de rendement. En revanche, on a souvent moins de tension locative et moins de tension à la revente. Ça, ce sont pour les inconvénients. Donc ça, c'était le premier scénario. On a le schéma, on va dire, plutôt classique. C'est le studio dans les grandes villes. Moi, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup pour les primo-investisseurs. On va pouvoir avoir un très bon équilibre grâce à la petite surface. On va avoir une belle rentabilité. On va avoir de la sécurité locative grâce à la grande ville et même des perspectives de prise de valeur parce que les loyers évoluent de façon assez importante ces dernières années dans les grandes villes, environ 3% par an. Donc, ça va directement être corrélé à la valeur du studio. Et donc, pour moi, le studio grande ville étudiante, c'est vraiment le schéma parfait quand on se lance pour commencer à préparer son avenir. On a ensuite le schéma colocation. Je pense qu'il faut s'en méfier et vraiment l'adapter au secteur, à la ville. On a eu une saturation des colocations dans certaines grandes villes et donc il faut vraiment regarder le marché, la tension locative qui est vraiment un indicateur clé de réussite de chaque projet. Aujourd'hui, par exemple, moi qui interviens chez Cateno en région lyonnaise, la colocation fonctionne parfaitement bien. On a des secteurs qui sont à côté des grandes universités. L'indice de tension locative, c'est un appartement disponible pour 9 locataires. Donc, on arrive facilement à loger les étudiants. Il va falloir très bien choisir l'emplacement à proximité des écoles. Et on va avoir vraiment une hausse de la rentabilité en faisant des baux à la chambre, ce qui permet vraiment pour l'investisseur de se rapprocher de l'autofinancement et d'avoir une bonne rentabilité. Par contre, c'est des budgets aussi plus importants, on va dire peut-être à mi-chemin entre le studio et l'immeuble de rapport. Le quatrième mode d'exploitation qu'on peut voir, c'est la location courte durée. Aujourd'hui, il y a un peu la chasse aux sorcières sur la location courte durée, notamment par les copropriétés, par l'urbanisme.
et même sur le plan fiscal. Je suis pas forcément partisan de cette stratégie-là qui, je pense, marchait très bien par le passé. Moi, je vois aussi sur les appartements que nous avons pu avoir dans ce mode d'exploitation, il y a des taux de remplissage qui diminuent, des nuisances qui augmentent. Il ne faut pas oublier qu'on s'expose plus à du risque. On peut avoir de la prostitution, des vols, beaucoup de casses. Alors, c'est des scénarios qu'on ne souhaite évidemment pas, mais quand on a 150 rotations dans l'année, malheureusement, il peut y en avoir une par an qui se passe mal. Et donc, avec tous les risques que j'ai cités avant sur le plan fiscal, copropriété et urbanisme, ça devient de plus en plus compliqué. À cela, on rajoute les frais de conciergerie, les frais de réservation, booking, Airbnb. Au final, par rapport à tous ces risques et ces frais, eh bien, le rendement final n'est pas forcément plus intéressant que cela. Donc moi, dans mon secteur, en tout cas, sur la place lyonnaise, ce n'est pas un investissement que je recommande. Donc voilà, pour résumer, les 4 grandes familles d'investissements locatifs que l'on voit sur les modes d'exploitation, l'immeuble de rapport, le studio, la colocation et la location courte durée. On fait aussi pas mal de petits T2 qui peuvent fonctionner pour des personnes qui sont plus dans de la transmission de patrimoine avec de la sécurité. Donc souvent pour des clients qui ont des objectifs patrimoniaux au-delà de 50 ans pour transmettre à leurs enfants. On va avoir beaucoup de sécurité locative sur le T2, un petit peu moins de rentabilité à court terme et plus de perspectives de prise de valeur. Très clair. Aujourd'hui, moi je veux parler chiffres concrets. Est-ce que je peux investir dans l'immobilier et tous les mois avoir du cash flow, donc augmenter mon niveau de vie directement grâce à l'investissement locatif? Pour cela, il va y avoir en fait 2 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la rentabilité du projet. Tu te doutes bien que plus le projet est rentable, plus tu vas avoir une optimisation de ta trésorerie. Le loyer va rembourser le prêt et peut-être les charges à côté. Donc pour cela, c'est des projets à privilégier, comme je le disais tout à l'heure, colocation, immeuble de rapport ou location courte durée. Et donc ça va forcément dépendre aussi du secteur d'achat. Okay. Et le deuxième ingrédient, c'est le montage bancaire, le montage financier. Plus tu empruntes sur une longue durée, plus ta mensualité va être faible. Et également l'apport que tu vas injecter dans le projet. C'est plus facile de s'autofinancer, voire de dégager de la trésorerie quand tu mets 30% d'apport plutôt que quand tu en mets 10. Donc voilà, il va falloir trouver le bon équilibre entre tous ces paramètres-là. Sachant qu'aujourd'hui, avec des taux d'emprunt bancaire autour des 3,5%, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 4 ans en arrière quand on avait des taux d'emprunt à 1%. Et donc, le fameux mythe du cash flow et de la rente en 6 mois devenir rentier, moi, je n'y ai jamais cru. J'ai toujours dit qu'il faut toujours mettre en relation le niveau de rendement et les risques. Donc, attention à tous ces paramètres-là. Peser le risque de chaque projet et de ne pas être obnubilé par le cash flow et par la rentabilité. Souvent, il faut se poser la question, si il y a ce niveau de rendement, c'est que j'ai aussi un fort niveau de risque. Il y a une règle R égale R, rendement égale risque. Ok. Et le risque, il est où le risque? Si, je sais pas, moi, je veux faire du cash flow, je veux remplacer mon salaire par l'immobilier, ça va être quoi les gros risques auxquels je vais m'exposer? Donc, si on prend beaucoup de risques, on peut aller dans des villes avec des prix d'achat très faibles. Mais pourquoi les prix d'achat sont faibles? C'est parce qu'il y a peu de tension, que ce soit de la tension locative, donc peu de demandes de locataires, donc compliqué de louer. On peut se retrouver durant une année peut-être avec 3 ou 4 mois de vacances locatives, donc ça c'est le premier risque. Le deuxième, c'est de sélectionner un locataire un petit peu fragile, parce que quand on s'éloigne pour aller sur des villes secondaires, eh bien les locataires sont plus fragiles, donc peuvent se retrouver en situation d'impayé. On peut aussi avoir un risque sur l'immeuble, un risque technique. On a acheté pas cher parce que justement, eh bien l'immeuble n'est pas en très bon état, et donc quand le risque s'avère, je dois faire des travaux sur la toiture, ou pire, j'ai un arrêté de péril, je ne peux plus exploiter. Et là, on est vraiment dans une situation délicate. D'où le point de vigilance de vraiment être vigilant sur quel niveau de risque je suis prêt à prendre et de ne pas être obnubilé sur le rendement. Ce que je trouve fou, c'est les personnes qui ont présenté l'immobilier comme la possibilité de se générer des revenus passifs, alors que vraiment, je pense que c'est l'investissement le moins passif qui existe. Ouais, moi je pense qu'il vaut mieux avoir dans l'immobilier une vision à long terme, se préparer son avenir, sa retraite, plutôt que de vouloir avoir un focus sur le court terme, ce qui peut amener à prendre de mauvaises décisions et prendre des risques inconsidérés. Alors pour le coup, avec toi, ce serait potentiellement passif. Enfin, si j'investis avec toi en clé en main, Ouais, là on peut le considérer comme un investissement passif
Après, forcément, du coup, tu as un peu moins de rentabilité parce que tu délègues. Mais c'est vrai que tu peux investir dans l'immobilier et bénéficier de l'effet de levier avec beaucoup moins de temps et de prise de tête. Ouais, et puis avec de la sécurité, du gain de temps, comme tu l'as dit, nous en moyenne, un investisseur va consacrer 5 heures en moyenne entre le moment où il découvre son projet et le moment où il touche son premier loyer, alors que s'il le fait tout seul, en moyenne, c'est 70 heures. Ouais, encore 70 heures, ça me semble presque être généreux. Enfin, à mon avis, tu peux même passer beaucoup plus de temps sur ton investissement. Ça dépend, il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, ça dépend quel niveau de qualité on veut faire aussi. Et justement, tu parlais pour aller chercher du cash flow positif, du montage bancaire. Aujourd'hui, combien je dois mettre d'apport pour faire mon projet ? Est-ce que je dois toujours essayer de mettre rien du tout, justement, pour bénéficier de l'effet de levier ? Est-ce que c'est toujours possible ? Voilà, aujourd'hui, comment on se situe au niveau des banques ? Il n'y a pas une réponse idéale pour tous. En fait, aujourd'hui, donc oui, déjà, c'est toujours possible de mettre aucun apport et prêt sur 25 ans. Moi-même, à titre personnel, je suis en train de le faire. Ça dépend des profils, ça dépend de la situation de chacun et de chaque banque et du moment. Donc, ce n'est pas figé. Mon conseil pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour moi, l'intérêt d'un investissement, c'est de le dimensionner pour qu'il facilite le prochain. Donc, si on veut faire plusieurs investissements, est-ce que le montage financier qu'on va faire sur celui-ci nous permet d'enchaîner le suivant ? Parfois, ça peut être judicieux de mettre un petit peu plus d'apport pour préserver son taux d'endettement et pouvoir faire un deuxième projet par la suite. Donc, c'est important d'avoir cette vision globale. Moi, je vais quand même conseiller à quelqu'un qui a déjà acheté sa résidence principale d'essayer de faire un maximum de levier bancaire parce que quand on fait un investissement locatif, le coût des intérêts bancaires va être déductible, ce qui n'est pas le cas pour la résidence principale, et donc il vaut mieux privilégier le levier dans l'investissement locatif et utiliser son apport pour sa résidence principale. Ok, très clair. Et alors moi j'ai entendu plein de petites techniques pour la banque. On m'a dit de faire du différé pour récupérer l'apport et après réinvestir. Ça c'est faisable ou pas ? Ouais, c'est tout à fait faisable. Il va falloir le justifier. Typiquement quand on a des travaux à faire dans son investissement, c'est assez simple de demander à la banque parce qu'on va pouvoir justifier avant de toucher son premier loyer, j'ai une période de travaux, donc donnez-moi un différé de remboursement du prêt. Ça se fait assez facilement, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est des choses qu'on voit fréquemment. Mais c'est facilement justifiable de dire, voilà, parce qu'en effet, si tu fais des travaux, tu loues pas, donc tu vas pas pouvoir réutiliser l'argent pour un apport, pour un autre apport. Mais est-ce que tu peux, tu te dis, je vais avoir 3 mois de travaux et demander 2 ans ? Ouais, c'est des choses qu'on voit fréquemment. Après, il ne faut pas oublier tout de même qu'il y a des frais intercalaires. Okay. Alors, il y a 2 types de différés. Il y a soit le différé partiel ou la franchise totale. La franchise totale est plus compliquée à négocier auprès de la banque. Donc là, je n'ai pas de frais intercalaires. Mais le schéma classique, c'est le différé partiel où là, j'ai ces frais-là qui représentent un coût. Et chaque mois qui passe, on ne capitalise pas alors qu'on paye des intérêts bancaires directs. Okay. Donc, la réponse va aussi être à regarder par rapport au patrimoine complet de l'investisseur. Si on est sur une personne qui a beaucoup de liquidités, je pense que dans ce cas-là, c'est judicieux d'avoir un différé qui va durer autant de temps que la durée de travaux, par exemple. Okay. Si on est sur un jeune avec peu de trésorerie, pourquoi pas aller chercher une période de différé plus longue que la période de travaux pour reconstituer de l'épargne. Ok. Autre technique de filou, on va dire, que j'ai entendu en ligne, que j'aimerais te présenter. Il y en a qui disent que tu peux potentiellement aller voir 2 banques en même temps pour faire 2 prêts et maximiser encore plus ton effet de levier. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est une pratique, j'ai envie de dire, malhonnête. Donc, ça ne sera pas recommandé par les professionnels de l'immobilier honnête. Ok, d'accord. Tu as entendu des gens qui le faisaient autour de toi ? J'ai déjà eu des clients qui m'ont demandé de le faire. Donc oui, c'est des choses qu'on entend, qu'on peut voir. Maintenant, il faut aussi, encore une fois, mesurer le risque. Si demain, je ne suis plus en mesure de rembourser mon prêt, j'ai un problème sur l'exploitation, ça peut nous mettre en difficulté. Donc, il ne faut pas oublier que l'investissement, ça a des enjeux financiers. Le but, c'est quand on investit, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut quand même continuer à pouvoir partir en vacances, garder son train de vie. Donc, peser le risque avant d'investir par rapport à votre niveau de vie quotidien. Parce qu'en plus, si tu te fais attraper, tu peux être interdit bancaire. Il peut y avoir la banque qui demande le remboursement total de l'emprunt. Il y a des démarches qui peuvent être faites. Donc,
Ce n'est pas recommandé. Ouais, ok, ça marche. Alors, tu es un expert de l'immobilier, clairement, et en plus, tu es un expert encore plus de Lyon, donc de ce marché à Lyon. Moi, personnellement, donc, quand tu regardes les courbes de l'évolution des prix à Lyon, c'est vrai que c'est vertigineux, ça fait peur. Moi, j'aurais tendance à dire même que les prix sont trop chers à Lyon, vu l'évolution. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors moi, je vais parler de la région lyonnaise. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes sur un marché où les prix au mètre carré varient de 1 000 € du mètre carré à 10 000 € du mètre carré. Et donc, selon les objectifs de l'investisseur, qu'on cherche de la rentabilité, de la sécurité, un équilibre entre les deux, on va vraiment pouvoir avoir une panel d'investissements qui permet de répondre à tous les objectifs et à tous les budgets, parce qu'on sait faire des investissements à coût complet à partir de 80 000 €. Sur le niveau de prix, l'immobilier à Lyon, c'est des courbes, mais comme dans toutes les grandes villes, il y a de la volatilité. Si tu regardes Paris, Bordeaux, il y a aussi eu, entre guillemets, des petits effets de mode qui se décalent d'ailleurs, où on voit qu'à Bordeaux, les prix ont monté drastiquement puis ont diminué. On a eu à peu près la même chose à Lyon. En ce moment, c'est à Rennes. Je pense que cet effet va aussi avoir lieu dans quelques temps à Marseille. Ouais. Voilà. De toute façon, ce qui est important, je pense, c'est de raisonner long terme. Dans des villes où on a de la croissance économique, démographique et de la tension, comme Paris, Lyon, Bordeaux, je pense Marseille dans une moindre mesure, dans une vision à long terme, on est sur des cycles quand même avec des bonnes espérances de prise de valeur. Oui, il y aura des turbulences, comme on l'a dit, compte tenu des crises, des évolutions des taux d'intérêt, des évolutions économiques, mais sur des cycles longs, si on est dans une ville en croissance, attention, il n'y a pas de raison pour que l'immobilier ne monte pas. C'est le croisement entre l'offre et la demande qui fait monter les prix. En revanche, si on est sur des villes plus petites, ou alors avec très peu de tension, ou une tension locative négative, Mulhouse, Amiens, Saint-Étienne, on a plus d'appartements disponibles que de demandes de locataires. Dans ces cas-là, évidemment, le prix de l'immobilier va plutôt avoir tendance à stagner, voire à diminuer. Et donc, si on investit dans ces secteurs-là, on est plus sur une stratégie à risque, à court terme, d'optimisation de rendement et de la trésorerie, mais on sait que ce sont des investissements qui ne sont pas liquides, sur lesquels il n'y a pas de prise de valeur. Et donc, encore une fois, il faut peser et réfléchir en tant que stratégie et de risque. Est-ce que c'est le bon investissement qui convient à ce qu'on souhaite faire? Du coup, tu as investi à Saint-Étienne. Tu me dis, il y a plus de logements que de locataires, en tout cas que de demandes. C'est quoi le rationnel d'aller là-bas? Alors, ou la stratégie, en tout cas, pour que le locataire il choisisse ton appart? J'imagine que c'est peut-être aussi... En fait, donc Saint-Étienne, c'est quand même une grande ville. Je crois qu'on a environ 200 000 habitants. Si on choisit bien les secteurs, si on achète bien et qu'on se met en face des écoles et qu'on propose un bon logement, un bon loyer, on va quand même le louer. À Saint-Étienne, typiquement, on est dans une ville de France où sur les 5 prochaines années, il va y avoir le plus de création d'écoles. Et donc, on attend plus de 10 000 nouveaux étudiants, je crois, sur les 2 prochaines années. Donc, il y a quand même une attractivité étudiante. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas aller dans les mauvais quartiers de la ville où, à ces endroits-là, ça peut être très compliqué à louer. Et donc, il ne faut pas être obnubilé sur le fait de vouloir acheter à 800 € du mètre carré. Parce que oui, si on achète à 800 € du mètre carré dans ces secteurs-là, on va avoir vraiment beaucoup de mal à louer parce qu'il n'y a pas de demande ou très très peu. Pareil pour les colocations. Nous ne faisons pas de colocation à Saint-Étienne parce que ça ne se loue pas. Donc, il faut vraiment avoir une connaissance du marché. Et donc, vraiment un point de vigilance, encore une fois, sur le risque. Super clair. Bon, c'est super tout ce que tu as raconté. En effet, ça a l'air d'être très bien d'investir dans l'immobilier pour toutes les raisons que tu as citées. Mais est-ce que l'État va pas venir tout chambouler et rendre l'investissement immobilier complètement inintéressant fiscalement? On sait que la fiscalité est déjà forte, mais là... ça a l'air de s'empirer. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce qui se joue en ce moment à l'Assemblée nationale? Et aussi, en cas de loi qui passe, quels seraient les impacts pour l'investisseur? Alors, c'est une question vaste. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est qu'on est rentré dans le processus du projet de loi finance. À l'instant où on se parle, il n'y a strictement rien de définitif. On ne sait rien. Il y a eu donc des 23 octobre le rejet par la commission mixte des recettes proposées par la loi finance. Donc tous les amendements précédant cette date ont été littéralement annulés.
Et donc, on est reparti sur le processus de navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour proposer la loi de finances 2026. Ce qui peut, donc voilà, ça c'était pour expliquer le processus et les étapes. À l'instant T, 5 novembre, on ne sait rien. Bon, l'année dernière, pour rappel, la loi de finances 2025 a été promulguée le 14 février 2025. Donc aujourd'hui, on ne sait rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il se joue ? On a des députés qui, comme Lionel Causse, qui souhaitent la mise en place du statut du bailleur privé, qui harmoniserait, simplifierait et donnerait de l'incitation fiscale pour tous les investisseurs. Donc harmoniserait le régime foncier, la location nue, avec le régime meublé, le LMNP que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc en faisant un amortissement fixe, 4% dans l'ancien, 5% dans le neuf. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel les députés doivent vraiment se pencher et qui aurait en fait un impact positif vraiment pour tous les acteurs de l'immobilier. Ça inciterait les investisseurs, ça faciliterait la création de nouveaux logements, donc potentiellement ça aurait un impact pour baisser le niveau de loyer, ça impacterait la fameuse crise du logement pour faciliter donc l'accès au logement décent pour les locataires, et ça inciterait également la rénovation. Donc c'est plutôt positif, et en même temps ça accélérerait le volume de transactions, donc ça apporterait des recettes à l'État. Donc pour moi, ce régime, ce statut, la création du statut du bailleur privé est quelque chose d'hyper intéressant. Maintenant, ce qui se joue, c'est qu'on a eu le gouvernement qui a proposé, on va dire, une version un petit peu allégée dans un amendement de ce statut du bailleur avec un amortissement plutôt à hauteur de 2%. Ça ne serait pas catastrophique parce qu'on serait sur une durée de 20 ans. Nous, par exemple, aujourd'hui, dans les investissements que nous faisons pour nos clients, en regardant un petit peu, on était sur un volume d'amortissement autour des 2,6%, okay, mais sur une période de 30 ans. Et donc, au final, on aurait toujours un intérêt très important en investissant. Donc, ce qui se joue aujourd'hui, ce qu'on entend dans les médias, fin du LMNP, fin de l'amortissement, mort de l'investissement, c'est un peu pour moi du putaclic. Je pense qu'il faut raison garder. On va attendre de voir ce qui se passe. Et j'ose espérer que la politique saura relancer l'investissement et prendre des mesures qui seront vertueuses pour tous. Oui, en plus, l'État a quand même intérêt à faire en sorte qu'il y ait des bailleurs privés qui souhaitent rénover des appartements et les mettre sur le marché. Au vu de la tension locative qu'il y a partout, aujourd'hui, je pense que tout le monde peut s'identifier au fait que quand on cherche un appartement, dans toutes les grandes métropoles de France, voire même aujourd'hui dans des plus petites villes, c'est un enfer. Donc ils peuvent pas stopper comme ça au bout d'un moment l'investissement. Donc je pense que sur le long terme, c'est quand même un bon pari. Oui, aujourd'hui, ce dont les investisseurs ont besoin, c'est de l'incitation fiscale, c'est de la stabilité, de la confiance. Et je pense qu'avec déjà ces deux paramètres-là, on pourra enclencher un cercle vertueux qui sera positif pour les propriétaires, pour les locataires, pour les recettes de l'État, pour la rénovation du parc, la qualité du parc immobilier et aussi sur le plan environnemental. Clairement. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que tu vois, ils sont en train de mettre en place l'IFI, en tout cas l'impôt sur la fortune non productive. Ils mettent l'immobilier dedans. Par contre, tu peux acheter un ETF Nasdaq qui investit dans des entreprises aux États-Unis et t'es pas taxé dessus. Donc je comprends pas. Je comprends pas le raisonnement. Mais bon, ok. Écoute, très clair. Donc potentiellement en 2026. Pour investir dans l'immobilier, il faut utiliser l'effet de levier, choisir la bonne exploitation, la bonne stratégie et le bon endroit. Et ensuite, potentiellement, c'est quoi le premier pas que je dois faire pour me lancer dans l'investissement immobilier ? Parce que c'est un investissement qui peut faire peur. C'est pas un clic sur ton PEA. Voilà. Donc, comment je fais pour mettre le pied à l'étrier ? Je pense que c'est important de se faire conseiller, de se former. Donc, la première ou la deuxième option. Parce que les enjeux, en faisant un prêt sur 20-25 ans, sont tellement importants sur les sommes financières et sur la notion de l'endettement. On ne se débarrasse pas d'un bien immobilier en 2 minutes. C'est souvent des investissements quand même qui sont peu liquides, donc il faut avoir conscience de peser le risque, peser l'investissement. Et donc moi, c'est une question que je pose avant de lancer chaque projet, c'est avez-vous bien pris connaissance des enjeux ? D'ailleurs,
Parfois, quand j'ai des clients qui veulent se lancer dès la fin du premier rendez-vous, je lui dis non, vous allez prendre le temps du week-end et on se rappelle lundi. C'est un projet à 200 000 euros. Vous allez vous engager pendant 20, 25 ans. Les risques potentiels, ce sont les suivants. Potentiellement, vous pouvez gagner tel montant, mais pesez le projet. Ok. Donc, se former, comprendre les enjeux, se faire accompagner ou conseiller. Et aujourd'hui, est-ce qu'il me faut un minimum d'apport, un minimum de revenus, de salaire pour me lancer? C'est quoi vraiment si j'ai pas ce niveau, honnêtement, pas besoin de se Alors prendre la déjà, tête. ce qu'il faut absolument, c'est de l'épargne de précaution. Ok. Encore une fois, il ne faut pas investir dans l'immobilier et qu'on ne puisse plus partir en vacances et se mettre à manger des pâtes. Ça, c'est hors de question. Ok. Et pour moi, je dirais que le niveau d'apport, en fait, ça va vraiment dépendre de chaque projet. Comme je l'ai dit, on peut faire des projets à 80 000 euros comme des projets à 1 million. Ce qui va plutôt jouer, c'est l'effet, c'est de mesurer ce qu'on appelle l'effort d'épargne. Donc, chaque mois qui va passer, je vais toucher un loyer, rembourser un prêt et j'aurai des charges de copropriété, taxes foncières, assurance, frais de gestion, expert comptable, CFE, etc. Et donc d'avoir une vision financière très saine, très complète, avec de la sécurité, une vision prudente. Qu'est-ce qui se passe si jamais je n'ai pas de locataire pendant 15 jours, pendant 1 mois, pendant 2 mois, selon le secteur. Et donc cette notion financière est essentielle avant de se lancer, de savoir où on va, quel va être mon impact sur mon quotidien, et d'être sûr que je vais être à l'aise pour pouvoir continuer à vivre sereinement. Donc voilà, mon conseil, c'est vraiment d'avoir une vision financière. Qu'est-ce qui se passe aussi si je dois revendre dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans? Comment j'en serai financièrement? Quel aura été l'impact? Mais encore une fois, j'encourage à investir seulement si on a cette vision plutôt à long terme, avec un objectif de préparation de la retraite, de l'avenir, plutôt qu'avec un objectif à très court terme et de rente immédiate. Ok, super. Et tu disais de se faire accompagner. Aujourd'hui, et de se former, c'est quoi? J'achète une formation ou je fais de l'investissement un peu plus clé en main? Est-ce que je me forme sur YouTube? C'est quoi les next steps? En fait, c'est propre à chacun. Combien de temps on a envie d'y consacrer? Est-ce que c'est un sujet qui nous intéresse? Si c'est un sujet qui nous intéresse, pourquoi pas acheter des formations, se faire coacher? Ça ne sera pas par moi, mais je trouve la démarche intéressante. Et moi-même, c'est ce que j'ai fait à titre personnel. Et c'est ce qui m'a permis de construire mes entreprises, de construire mon patrimoine immobilier aujourd'hui. Si je n'ai pas ou peu d'intérêt et pas le temps, j'ai des enfants, j'ai un métier bien chargé, bien évidemment, il y a des professionnels qui proposent une solution qui va leur permettre d'avoir du conseil, d'avoir accès à des biens immobiliers, des opportunités qu'ils n'auraient pas à titre personnel, et de gagner du temps et de la sécurité. Donc, dans ce cas-là, c'est adapté. Alors aujourd'hui, concrètement, comment je fais pour investir dans un bien rentable en moins de 5 heures? Il faut contacter Cataneo. Vraiment, le but, c'est d'aller se renseigner sur Internet. Comme le fait ImmoCompare, il y a toute une liste de solutions d'investissement qui pourra orienter selon le secteur, selon les objectifs, le budget. Et vraiment, moi, ce que j'invite chaque personne qui se pose la question de préparer son avenir, c'est quelle stratégie je souhaite mettre en place, quelle somme d'argent je suis prêt à mobiliser en apport, en effort d'épargne, comme on parlait tout à l'heure, et quel risque je suis prêt à prendre. Et en fonction de tous ces critères-là, après, un bon professionnel doit savoir orienter. Et bien, ce qu'on va faire, c'est un studio à Lyon, un T2 à Saint-Étienne, un immeuble à Mâcon. Ça sera le rôle du professionnel de le définir. Quel est le bon produit qui répond à la situation et aux objectifs de chaque client. Ok. J'imagine que tu vois plein d'opportunités tous les jours, à titre personnel, mais aussi à titre professionnel pour tes clients. Est-ce que tu peux me citer les plus belles opportunités que tu as vues dans l'immobilier? Souvent, c'est des biens qui n'ont pas eu une estimation sur leur potentiel. Par exemple, une terrasse qui n'est pas valorisée, une hauteur sous plafond qui permet de la création de mezzanine qui n'est pas valorisée. J'ai aussi vu des erreurs, typiquement une agence immobilière qui n'est pas située à proximité du bien à la vente dont elle a le mandat et qui sous-estime de 50-80 000 euros le bien par défaut de connaissance. Ça nous est aussi arrivé d'avoir des vendeurs dans des situations extrêmement précaires, avec un besoin de liquidité très important, et donc qui ont été prêts à casser le prix pour aller vite. Donc voilà, sur les bonnes opportunités, c'est souvent dans ces cas-là des potentiels de division qui ne sont pas détectés par les vendeurs. Ah bah tiens, on a 2 portes palières, où on a la possibilité de créer un SaaS et de créer 2, 3, 4 logements sur un même appartement.
Donc voilà les grandes opportunités que nous avons l'habitude de voir. On voit aussi beaucoup de galères. Ok. On a souvent des particuliers qui se sont lancés seuls de leur côté, qui nous appellent pour qu'on rattrape les dégâts. Je n'arrive pas à louer. J'ai fait une colocation à Saint-Fond, donc ville de 15 000 habitants à 15 minutes de Lyon, où il n'y a pas du tout d'étudiants. Ah oui, mais sur le papier, la colocation était ultra rentable. Et oui, mais il y a le papier, mais il y a la réalité. Et donc là, on n'a pas de recette secrète. Ce qui est terrible, c'est que les travaux avaient été faits pour adapter en colocation. Donc voilà, c'est un exemple. Et donc dans ces cas-là, le conseil, c'est simplement de dire, eh bien, on va reconfigurer l'appartement, en faire et l'adapter à la demande locative qui est présente sur le secteur, à savoir des familles. Ouais, ok. Et là, dans ce cas, c'est le home staging, entre guillemets, ça suffit ou faut remettre au pot? Faut remettre un petit peu au pot. Ouais, ok. Ok. Écoute, super. J'avais un point sur les opportunités que tu avais trouvées. En général, ça te permet... Ah oui, voilà, tu m'as parlé de porte-palière, etc. Donc là, c'est une opportunité plus sur le marchand de biens. Est-ce que toi aussi, tu peux accompagner les gens sur des opérations de marchand de biens? Parce que c'est beaucoup à la mode. On entend beaucoup de gens en parler pour dire que c'est plus intéressant que l'investissement locatif parce que tu peux dégager du cash beaucoup plus rapidement. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors nous, on n'accompagne pas sur les opérations de marchand de biens, on les fait nous-mêmes. Okay. Parce qu'il y a un niveau de risque, un niveau de compétence qui est quand même beaucoup plus élevé, des enjeux financiers aussi assez importants. Ça demande vraiment une expertise sur plein d'aspects, le montage financier, la détection de projets, les travaux, l'interprétation des règlements de copropriété, des plans locaux d'urbanisme, beaucoup de compétences, du risque souvent qu'il faut être en mesure de porter. Et donc nous, on ne veut pas faire prendre de risques démesurés à nos clients. On le fait pour nous et c'est déjà très bien. Ok, mais tu penses qu'aujourd'hui, quand même, c'est intéressant, comme type d'opération? Bien sûr, mais c'est un vrai savoir-faire, c'est un vrai métier. Et je pense qu'on ne peut pas le faire en dilettante. On ne peut pas avoir, entre guillemets, son activité de boulanger et s'improviser marchand de biens du jour au lendemain. C'est des choses que j'ai vues et qui ont généré des gros dégâts. Des personnes qui ont fait des estimations sur les reventes, qui ont été très éloignées de la réalité et qui se sont mis en difficulté financière parce qu'ils n'arrivaient pas à revendre. Sauf qu'un prêt de marchand de biens, c'est pas des taux d'intérêt à 3%, c'est des taux d'intérêt aujourd'hui à 6, 7, 8% parfois. Donc le coût des intérêts bancaires est énorme, les délais de portage coûtent très cher. Et donc, chacun son métier. On en parle beaucoup moins, mais c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant si toi, tu as vu des cas vraiment un peu chiffrés d'opérations qui se passent mal. Alors, c'est pas pour faire peur aux gens, mais pour dire qu'il faut vraiment pas prendre un investissement à la légère. C'est quoi aujourd'hui des difficultés financières que tu as pu voir ou entendre autour de toi, de tes clients qui sont venus te voir? J'ai déjà vu un couple qui avait investi ensemble dans une colocation. 2 ans plus tard, le couple se sépare. Sauf que pour faire cet investissement-là, ils s'étaient un petit peu mis au maximum de leur capacité financière. Sauf qu'entre-temps, durant les 2 années, le marché immobilier s'est complètement a dégringolé. C'est en 2020-2022, moins 10%. Et donc, il a fallu revendre l'appartement avec moins-value. Très, très, très compliqué. À titre personnel, ça nous est aussi arrivé une fois de faire une offre d'achat avec mon associé pour acquérir une colocation. Et en fait, le vendeur était en situation financière délicate. Et en fait, le prix du bien qu'il allait récupérer de façon nette était inférieur à toutes les dettes qu'il avait. Et donc, si on actait la vente, on allait le mettre à la rue. Donc, on a renoncé à l'acquisition par éthique. Ouais. Mais c'est des choses qui arrivent dans l'immobilier. Donc, oui, ça arrive que ça se finisse mal. Alors, c'est pas dire qu'il faut pas le faire, mais en effet, quand faut on faire achète, vraiment attention. quand on achète, il faut vraiment se dire je vais garder longtemps suffisamment pour amortir tous les frais et je dois être en mesure d'assumer le coût de l'investissement et ne pas que ça m'impacte sur mon quotidien. Ok. Est-ce que du coup, tu peux me présenter un petit peu encore plus en détail? Je vais voir Cataneo. Quel service j'ai, pour quel prix? Est-ce que ça n'impacte pas trop la rentabilité justement de mon investissement de payer des frais pour déléguer? Alors nous déjà dans notre façon de travailler, on va faire un premier rendez-vous de découverte pour comprendre les éléments financiers, les objectifs, le profil de risque.
et ensuite pouvoir proposer quel est l'investissement idéal, à quel endroit, avec quel montage fiscal, avec quel impact financier, quel sera l'investissement idéal qui répondra à la situation de l'investisseur. Sur le coût des honoraires, évidemment, il y a un coût, mais ce qui compte, c'est pas combien ça coûte, mais combien ça rapporte. Nous, ce qu'on va apporter, c'est la sécurité, le gain de temps, l'accès à notre réseau, parce que nous, on a 9 opérations sur 10 que l'on propose qui n'est pas sur Internet. On n'a pas d'approche catalogue avec des biens à la vente. On est sur un marché sur la place lyonnaise qui est tendu. Donc, on travaille en direct avec les marchands de biens, les notaires, les agences immobilières qui nous amènent tous les jours des opportunités d'investissement qu'on propose à nos clients. Mais on n'a pas de catalogue. Ce qui est important aussi à signaler, c'est que le coût de nos honoraires, on va pouvoir les amortir fiscalement. Donc finalement, on va les récupérer si on a un cycle de détention qui est long. Et donc, le critère des honoraires n'est jamais un frein à l'investissement. Ok. L'amortissement, c'est-à-dire que tu le déduis de ton résultat fiscal, c'est ça et tu peux le reporter de l'allocation. Ouais. Ok, de l'allocation. Donc ça va baisser ton résultat imposable et donc tes impôts in fine. Alors, c'est pas exactement ça. Plutôt, on peut le comparer à des travaux. Si j'ai 10 000 euros de travaux ou d'honoraires, ça va annuler l'impact fiscal de 10 000 euros de loyer. Ok, super. Alors, on parlait aussi un petit peu de la difficulté des lois qui sont mises en place, notamment l'encadrement des loyers. J'ai entendu qu'à Lyon, potentiellement, c'était supprimé. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors non, aujourd'hui c'est l'arrêté de 2023 qui a été annulé. Celui de 2022 court toujours, celui de 2024 également. Et en fait, il a été annulé plutôt sur la forme que sur le fond. Parce que la carte n'a pas été considérée suffisamment précise. Donc l'encadrement des loyers demeure jusqu'en 2026, comme dans toutes les villes où il a été voté, Paris, Lille, Bordeaux, Lyon. Et donc on verra en 2026 si le dispositif est reconduit, sachant que l'objectif initial, c'est une mesure qui est test, visait à l'étendre à toutes les villes avec de la tension locative de plus de 100 000 habitants. Donc en 2026, on verra si le dispositif est reconduit, généralisé, modifié ou supprimé. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, de notre point de vue, à Lyon, l'impact reste assez faible et ce dispositif n'impacte pas les locataires. Les propriétaires vont toujours sélectionner les meilleurs dossiers de locataires. Ok. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que je te propose 2 options à chaque fois. Et tu me dis une des options, t'essayes de pas trop argumenter et on enchaîne comme ça te va ? Ouais. Alors, résidence principale ou investissement locatif ? Investissement locatif. Investissement avec ou sans apport ? Sans apport. Colocation ou Airbnb ? Colocation. Studio ou colocation ? Colocation. Un immeuble de rapport ou colocation ? Colocation. Ah ouais, 100% colocation. Sur mon secteur, à Lyon-Ville-Urbaine, oui. Okay. Je pense que ça dépend de chaque secteur. Investissement en France ou à l'étranger ? En France. Je veux bien... Pourquoi en France alors ? Parce qu'en France, on a la facilité du levier bancaire. Le coût de l'argent ne coûte pas très cher. Et même si les taux sont montés à 3%, ça reste faible à l'échelle internationale. Et à côté de ça, on a de la sécurité. Même si aujourd'hui, on peut dire qu'on a un peu d'incertitude fiscale, notre actif, on le détient. Les loyers, historiquement, n'ont jamais baissé. La valeur du foncier... Oui, tous les 10-15 ans, on a une baisse de 10%, mais en fait, si on lisse sur un cycle de détention qui est long, on a de la prise de valeur. Donc, on a quand même beaucoup de sécurité en France et un accès à l'investissement qui est assez facile. Ok. Grande métropole ou province ? Grande métropole, par sécurité, mais à proximité des grandes métropoles, pas dans l'hypercentre qui coûte très cher pour gagner en rentabilité. En locataire, fille ou garçon ? En colocation, je vais privilégier un mixte pour générer du respect entre les habitants au sein de la colocation. Ah, c'est des colocations mixtes, ça se fait bien. Ouais. C'est pas plus difficile de trouver des locataires, notamment filles, quand c'est mixte ? Non. Et vraiment, nous, d'expérience, aujourd'hui, on gère 1200 lots. Aujourd'hui, on a pu voir que des colocations 100% filles ou 100% garçons peuvent générer aux mêmes impacts. Quand ça se passe mal, il peut y avoir des nuisances, des dégradations. Et donc, les colocations où ça se passe le mieux, au sein de la copropriété ou pour la propreté de l'appartement, c'est quand on est sur une colocation mixte. Ok. Cash flow ou sécurité ? Équilibre. Immobilier ou bourse ? Immobilier.
100%. Non, diversification. Ok. On met pas tous ses œufs dans le même panier. Immobilier avec l'effet de levier et bourse avec sa trésorerie. Ok. Ok. Oui, je pense que c'est une bonne stratégie dès qu'il y a une capacité d'emprunt, on l'utilise pour l'immobilier. Exactement. Et puis, ce n'est quand même pas gênant de mettre 10-15% d'apport pour aller enclencher cet effet de levier si c'est demandé par la banque. Paris ou Lyon? Lyon. Plus de tension locative, prix moins cher. Plus de tension locative à Lyon qu'à Paris? Oui, on peut aller voir les stats. Log Service, première ville de France en 2025. En moyenne, pour un logement, nous avons 14 locataires. Donc on loue très facilement et on a des quartiers à Lyon, 8e arrondissement, 9e arrondissement, Villeurbanne. On achète autour des 2005-3000 euros du mètre carré avec des niveaux de loyer qui sont très élevés, beaucoup de sécurité. Donc c'est un équilibre qui est parfait pour avoir de la rentabilité, de la sécurité et de la prise de valeur. Ok. Formateur ou investissement solo? Alors pour ma part, en tant que professionnel investisseur solo, mais je pense que c'est propre à chacun, selon le temps et l'énergie qu'on souhaite consacrer. Si on a de l'intérêt et du temps disponible, on peut aller se faire solo, mais je recommande quand même de se former. Et puis si on a peu de temps et pas un immense intérêt, se faire accompagner. C'est quoi les pires galères, comme ça les gens peuvent se rendre compte aussi que c'est pas de tout repos, que tu as pu avoir dans tes investissements immobiliers perso et potentiels de tes clients, s'il y en a eu avec tes clients? Alors, on a eu déjà des anecdotes assez sympas. On découvre une voiture dans un garage qu'on n'avait pas pu visiter avant la vente, donc il a fallu l'évacuer. Ça a été assez compliqué. En faisant des travaux, ça nous est arrivé aussi. On ponce le sol pour le remettre à plat. Eh bien, on passe au travers. On se retrouve avec l'ouverture du plancher. La veille d'une signature de l'acte de vente de notre client, on détecte un affaissement de plancher, donc un écart de quasiment 10 cm entre le parquet et les plinthes. Donc on annule la vente. On a aussi eu, tout à l'heure on parlait du marchand de biens un peu boulanger, qui avait mal géré ses travaux. Donc on détecte que la pente des évacuations est inversée. Donc il n'y a pas d'évacuation, il faut refaire tous les travaux. Donc on repart sur 6 mois de projet pour notre client pour remettre en état, parce que c'était un gros plateau avec 6 lots divisés. Donc pas mal d'anecdotes comme celle-ci à gérer. Ça nous est aussi arrivé d'avoir un stylo coincé sous un parquet alors que tous les travaux étaient terminés. Ah, ça c'est l'enfer ça. Ouais, il a fallu tout démonter, remonter parce que... C'est quoi, il y a une petite bosse c'était du stratifié emboîté, donc on l'a détecté qu'à la fin. Ah ouais. Et ça tu gères en fait avec ta boîte de travaux pour tes clients? Alors là, dans tous les cas que j'ai cités, parfois c'était des cas où c'était le marchand de biens qui avait fait les travaux. Sinon, ça peut nous arriver, nous, dans 9 fois sur 10, quand même, c'est notre entreprise qui fait les travaux de rénovation avec nos architectes, nos ouvriers du bâtiment et qui vont s'occuper aussi de la partie mobilier, décoration. Est-ce que tu as déjà entendu parler des champignons? Moi, j'ai entendu parler, ça m'a traumatisé cette histoire. Tu as un champignon dans ton immeuble et tu dois tout enlever, tout refaire. Alors, moi, en toute transparence, ces sujets-là, les champignons, les squats, c'est des choses dont on parle beaucoup dans les médias, l'actualité. Moi, en tant que professionnel, je fais de l'immobilier depuis 2017. On a eu peut-être 4000 locataires qui se sont succédés. On n'a jamais eu de squat, on n'a jamais eu de champignons. Ok. Et les locataires, vous arrivez à avoir très peu de galères avec eux? Sur les 4000, j'imagine que tu as forcément des... Si, on a des anecdotes. On a eu des locataires coincés sur un balcon qui nous appellent un samedi, venez m'ouvrir parce que je suis coincé dehors. On a eu des tentatives de suicide, on a eu des décès. Donc ça, c'est le côté un petit peu moins rose, mais c'est la vie. Et donc, faut pas oublier que l'immobilier, c'est de l'humain. On a le métier de gérance locative qui est assez difficile. On doit gérer les maintenances, les dégâts des eaux. J'ai une panne d'électricité, j'ai pas d'eau chaude. Donc évidemment, on essaye d'évaluer le degré d'urgence pour l'intervention. Parfois, oui, quand on a des locataires qui nous réclament pour avoir en une demi-heure un compte-rendu de gestion, un avis d'échéance, bien oui, on leur dit on va vous l'envoyer. Mais en fait, à côté de ça, on est en train de gérer des sujets beaucoup plus prioritaires. Donc c'est un métier qui est difficile. Les états des lieux de sortie, souvent on a des contestations des locataires. Alors qu'en fait, c'est très factuel. Hein. Nous, on fait un simple comparatif, l'état des lieux de sortie, l'état des lieux d'entrée, quels sont les écarts, et on va chiffrer la remise en état. Après, il y a la question de la bonne foi, de la mauvaise foi, du locataire.
Nous, on n'a pas d'intérêt à faire gonfler. La seule chose, c'est qu'on doit préserver la qualité du logement. Et souvent, malheureusement, c'est contesté par les locataires qui sont des jeunes. Mais pourtant, on essaye de les éduquer. 15 jours avant l'état des lieux, on leur envoie la liste de tous les points d'attention à avoir, refaire les joints de salle de bain, amener la couette au pressing, faire un bon ménage. Mais on a des locataires qui ne le font pas et après qui sont surpris, qu'on retienne leur dépôt de garantie et qui viennent se plaindre à l'agence. Ça, c'est des choses qu'on doit gérer au quotidien. Ah, ils se déplacent sur place pour... Ouais, on a aussi les mauvais avis Google. Alors ça, c'est... Parfois, on a une retenue sur un dépôt de garantie qui va générer en fait 7 ou 8 avis Google négatifs parce que cette personne-là va demander à toute sa famille, on les voit sur les avis Google, ils ont tous le même nom de famille et ils vont nous mettre un avis négatif. Dans ce cas-là, tu rembourses... Non, on essaye d'être juste. Je pense qu'on va expliquer au papa ou à la maman, souvent, parce que c'est finalement le papa ou la maman, oui, souvent, qui paye le dépôt de garantie. On va expliquer, regardez les photos, état des lieux de sortie, état des lieux d'entrée, mettez-vous à la place du propriétaire. Lui, il doit remettre en état. C'est une dégradation. Vous voyez, sur le mur, il y a des grandes traces, il faut remettre un coup de peinture. La porte du placard est abîmée, eh bien, il faut bien remettre en état pour le futur locataire, regarder les photos comment c'était à l'entrée, donc c'est normal qu'on prenne une retenue sur le dépôt de garantie pour remettre en état. Alors 9 fois sur 10 avec de la pédagogie, on l'entend, mais 1 fois sur 10, on l'entend un petit peu moins. Je crois que c'est très dur pour les gestionnaires locatifs d'avoir 5 sur 5 sur Google. C'est notamment extrêmement dur et je pense que les agences déjà qui ont plus de 4 sur 5 sont assez rares. On essaye, on fait de notre mieux et on essaye d'être juste. Je pense que c'est ça qui est important, d'être juste, d'être réactif et d'évaluer aussi les priorités des demandes, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on gère des sujets humains, tentatives de suicide, des décès. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a tout ce qui va être les maintenances, les dégâts des eaux, les chaudières qui tombent en panne, l'électricité, qui sont des éléments dont on a besoin pour vivre. Ça, c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, quand on est plus sur de l'administratif, là, on peut être un peu indulgent pour comprendre que le gestionnaire a peut-être d'autres priorités. Ok. Écoute, merci beaucoup, Pierre, d'avoir participé à ce podcast et d'avoir parlé de tout ça. C'est super intéressant et je pense que ça permet à beaucoup de gens d'en apprendre beaucoup sur l'immobilier et peut-être d'éviter les erreurs. Pour conclure, est-ce que potentiellement... Quel serait le pire conseil que tu pourrais donner à un investisseur qui veut se lancer ? D'attendre que tous les voyants sont au vert pour se lancer. Je pense que l'attentisme est l'ennemi de l'investisseur. On entend beaucoup d'incertitudes aujourd'hui, mais en fait, il ne faut pas oublier que dans chaque période d'incertitude, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et en fait, ce qui compte dans l'immobilier, c'est aussi d'être agile, parce que quand on va être propriétaire durant 10, 15, 20 ans, forcément, il faudra s'adapter. Et le meilleur ? Le meilleur, vision long terme. On investit en se disant... Je vais garder l'appartement pendant longtemps. Je ne souhaite pas... c'est important d'avoir cette vision à long terme et non pas de vouloir... Pardon, je vais la refaire. Vas-y. Repose-moi la question. Et quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à un investisseur ? Avoir une vision à long terme pour préparer son avenir. Je pense que c'est ce qui va guider un investissement raisonnable. Alors que si on souhaite investir vraiment dans une vision à ultra court terme, cash flow, rendement, ça peut nous amener à prendre de mauvaises décisions, un mauvais emplacement, un mauvais immeuble, des difficultés sur les locations. Et donc, je pense que c'est important de privilégier l'aspect long terme. L'immobilier, c'est un actif long, avec un cycle de détention qui est long. Super. Est-ce que tu penses que si je suis un investisseur qui suis un peu perdu, je peux prendre rendez-vous avec toi gratuitement ou pas ? Oui, bien sûr. Vous pouvez aller sur notre site internet, cataneo.fr. Super. Le lien sera dans la description. Pour s'il y en a qui veulent lancer leur projet sans trop se prendre la tête et quand même avoir de belles rentabilités au final. C'est quoi la rentabilité que vous allez chercher en général ? Alors c'est compliqué déjà de parler de rentabilité parce que tout le monde n'a pas la même définition. Ouais. D'ailleurs, on pourrait évoquer quels sont les différents types de rendement. Moi, je pense qu'on peut parler de rendement net. C'est le total des loyers qu'on encaisse en un an, moins le total des charges qu'on va payer durant cette année, charges de copro, taxes foncières, assurance, frais de gestion, etc., divisé par le montant total investi. Et vraiment, je dis le montant total, prix d'achat, frais notaires, travaux mobiliers, nos honoraires, frais bancaires, les petits frais annexes d'installation, les diagnostics, etc. Donc nous, on va pouvoir proposer des rendements nets qui vont, pour les investissements les plus prudents, être à 3,5%, jusqu'à des opérations à plus de 8%, 100% délégués. Mais pour moi,
le niveau de rendement, l'indicateur le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement interne, qui va mesurer en fait la performance de l'épargne mobilisée dans le projet durant toute sa vie, par rapport à combien je gagne à la revente, donc dans 20 ans. Donc ça va être en fait la mesure de l'apport. Admettons, je mets 20 000 euros d'apport. Ensuite, je vais mettre 100 euros d'effort d'épargne par mois pendant 20 ans. Donc 100 x 12 mois x 20 ans. Eh bien, si dans 20 ans, je récupère 200 000 euros avec ce placement-là, eh bien, je peux avoir un taux de rendement interne peut-être de 7-8%. Et donc ça, c'est l'indicateur essentiel dans l'immobilier qui n'est pas assez mis en avant. C'est le taux de rendement interne qui mesure la performance de l'épargne mobilisée dans le projet. Génial, super mot de conclusion. Merci beaucoup Pierre d'être venu et puis on se revoit bientôt. Merci Thibaut.